Les délégués algériens, au nombre de 8, refusèrent de s'associer à cette trêve. Mais la conférence s'ouvrit cependant. La discussion n'a pas été utile parce que c'était un dialogue de sourds. Après quelque temps, on tournait en rond. Le général a dit à Jox, il faut arrêter. Après 3 semaines de discussion, c'est M. Jox lui-même qui annonça aux journalistes que les pourparlers étaient non pas rompus, mais interrompus. Cette guerre a été quelque chose de si ignoblement violent qu'elle ne pouvait pas en finir. شوفوا روحنا أكثر منهم وأكبر منهم. علاه؟ خاطر احنا في الميدان. ثبتنا باللي كان جيش التحرير وجيش التحرير اللي هو قاسى 7 سنوات ونص. J'ai trouvé que le général avait un peu tergiversé. Parce qu'il avait mis des préalables qu'il a abandonnés les uns après les autres. Le cessez-le-feu est un aboutissement du règlement politique et non pas un préalable à la négociation comme voulait la partie française. لقد كان العمل العسكري للثورة التحريرية يتماشى والعمل الدبلوماسي الذي تجلى منذ مؤتمر باندونغ العام 1955 ازدواجية انبثقت من بيان أول نوفمبر الذي أكد على أن الكفاح المسلح سيتوج حتما بمفاوضات مع العدو، ونجبة التحرير الوطني هي من سيتولى تلك المهمة. وأمام تطور الأوضاع وتداخلها وبروز القضية الجزائرية على الصعيد الدولي، بدأت بعض الاتصالات السرية بين الطرفين الجزائري والفرنسي في عواصم عدة منها القاهرة، روما، بلغراد وغيرها. Avant 1958, il y a eu beaucoup de contacts secrets. En 1955, 1956, surtout en 1956 et même en 1957. Mais c'était des contacts plutôt de sondage de la part des gouvernants français à l'époque, en particulier de Guy Mollet. C'était des choses qui n'avançaient pas beaucoup. On nous proposait que l'ambassadeur de France qui est en Algérie devienne le haut commissaire de l'Algérie, des trucs comme ça, très formels, mais qui ne faisaient pas avancer notre cause, étant donné que nous exigeons l'indépendance. 1958 دوغول يصل إلى السلطة بعد شد وجذب ساد فرنسا آنذاك، وباشر مهامه بزيارة إلى الجزائر أعلن من خلالها عن جملة من التدابير السياسية والعسكرية، فيقرر مخططات عسكرية لاحتواء الثورة الجزائرية وإثبات وجوده كقوة جديدة. Il ne savait pas très bien comment s'y prendre. Il a d'abord mis le paquet militaire en 58 et 59. L'armée française a été dotée de moyens d'une super puissance militaire sur le terrain et de ce fait, la négociation a paru laborieuse, voire impossible. De Gaulle n'y croyait pas, mais il a vu que sur le terrain aussi, les Algériens résistaient. وعمر الشعب الجزائري ما حط سلاح، وعمر الشعب الجزائري ما ردخ لفرنسا. هذيك هي القوة تاعنا، جاية من الشعب، جاية من قضيتنا قضية حق. La guerre d'Algérie continuant, s'aggravant de plus en plus, et l'isolement qui se fait sur le plan international, pour ce qui concerne la France. التاسع عشر سبتمبر 1958 تؤسس الحكومة الجزائرية المؤقتة جيبيرا برئاسة فرحات عباس. دوليا
الأمور تزداد تعقيدا لترد فرنسا على الميدان بعمليات عسكرية واسعة النطاق، تقتيل، تعذيب، مناطق محرمة، معتقلات وأسلاك مكهربة لعزل الثورة. Et De Gaulle, naturellement, a commencé par lancer des formules qui étaient spectaculaires, mais qui n'apportaient pas grand-chose. Par exemple, il a commencé, sa première déclaration sur l'Algérie, c'est de dire la paix des braves. Allons à la paix des braves. Qu'est-ce que c'est la paix des braves? La paix des braves, c'est que les éléments de l'ALN rejoignent la première caserne qui se trouve devant eux et rendent leurs armes. Ils rentrent chez eux tranquillement, ils ne seront pas poursuivis. استماتة جنود جيش التحرير والنشاط الدبلوماسي الجزائري أجبر دوغول على إيجاد حل دبلوماسي من خلال الإعلان عن نيته في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير. Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Il était obligé, il avait réfléchi, etc. Et il a lancé en septembre 1959, ça c'était un grand tournant, le principe du recours à l'autodétermination. Le 28 septembre 1959, le GPRA avait répondu « Oui, nous sommes d'accord pour l'autodétermination. Ahlan wa sahlan. » Seulement l'autodétermination, il faut nous dire sur quelle assiette territoriale elle doit s'exercer. L'autodétermination se traduit par un référendum. Ce référendum doit être objectif, sérieux. Il ne faut pas qu'il y ait de tricherie, ni de fraude, ni de pression. Et d'autre part, ce référendum, où va-t-il se dérouler? Alors là, De Gaulle, quand il a fait sa déclaration sur le recours à l'autodétermination, il a parlé de l'Algérie du Nord. Et il a occulté complètement le Sahara, tous les départements du Sud, c'est-à-dire, à l'époque, les Oasis et la Saoura. Ça, il n'en a pas parlé. Et la réponse du GPRA, c'est de dire, oui, d'accord pour la détermination, mais quand même, il faut qu'elle soit sur tout le territoire. Et nous avions ce principe que le territoire algérien doit être bien défini, les frontières doivent être bien précisées. Il s'agit pour nous des frontières qui existaient le 1er novembre 1954. وبدأت الاتصالات السرية بين عناصر الجي والطرف الفرنسي، فكان لقاء مولان في 25 جوان 1960. Déjà au mois de juin 1960, quand il y a eu les entrevues de Melun, c'était parce que le général avait fait dire, par des intermédiaires, à Ferhat Abbas qu'il souhaitait le rencontrer. Et c'est pour ça que Ferhat Abbas avait envoyé des émissaires à Melun. Et ça a tourné court parce que le général faisait du cessez-le-feu un préalable à toute négociation. Et ce préalable n'a pas été accepté. Et c'est vrai que ça en dit assez long sur ce que pouvait représenter d'échec une négociation mal préparée. La négociation a été mal préparée parce qu'il y a eu des épisodes insensés. Le général de Gaulle avait proposé aux Algériens de venir. Ça a été Melun en 1960. Mais on avait tellement dit au général que les Algériens n'accepteraient pas que Melun a été improvisé. Que faire de Melun? Et vous savez ce qu'on en a fait? Ça en dit long sur l'imbroglio. On a dit aux Algériens qu'ils n'avaient pas le bon texte, que le texte qu'ils avaient en main, à savoir le général de Gaulle demandant la fin des combats, virgule, la destination des armes, virgule, le sort des combattants, point. C'était pas le texte correct.
que le texte correct était la fin des combats, 2 points. Le sort des combattants, la destination des armes, il n'y a rien d'autre au programme. Comment voulez-vous que les Algériens négocient dans des conditions pareilles? Ça en dit long sur ce qu'était la façon constante de compliquer la tâche de ceux qui voulaient la négociation et de ceux qui ne la voulaient pas, et qui étaient évidemment en nombre, parce que ceux qui ne la voulaient pas se rendaient bien compte que si l'on commençait à négocier, tout allait s'effriter, et peu à peu, l'Algérie française devenir vraiment l'Algérie algérienne. Au bout de 3 jours, hein, il fallait arrêter cette discussion et rentrer chez soi. Donc, échec total de cette rencontre de Melun, avec évidemment cette nuance. Pour nous, il y avait l'aspect positif, c'était ils ont reconnu. Ils ont reconnu le GPRA comme interlocuteur. Ça, c'était quelque chose d'important qui a eu son effet sur le plan international. Et c'est De Gaulle qui a payé les pots cassés. Ensuite, il y a eu des révoltes à Alger. Nous avons eu le putsch des généraux, Chal, Jouot, Salan et Zeller. Et le général a décidé, après ça, d'essayer de renouer avec le FLN. C'est là que le rôle de Boulahrouf aussi, qui a été positif en Suisse, hein, la recherche de voir si les Suisses peuvent être des intermédiaires, hein, pour avancer la chose, parce qu'ils étaient pour la paix. Beaucoup de pays étaient pour la paix, la Suisse en particulier. Hein. Et donc là, on a eu un homme de certaine envergure quand même, qui était Olivier Long. Et Olivier Long, là, il a fait des efforts, il connaissait Jox personnellement, ils ont fait des études ensemble, etc. Jox était le ministre d'État chargé des affaires algériennes. Alors, donc, avec Olivier Long, il y a eu des contacts qui commençaient à se faire. Et on a eu pour la première fois, je vous ai parlé tout à l'heure des contacts secrets avec Guy Mollet, etc. Et là, pour la première fois, on a eu un contact sérieux. وهنا جاء دور الوساطة السويسرية، وكان لأوليفيي لون دور بارز في تلك الفترة يحسب له تاريخيا. Pour la première fois, là, on a compris qu'il y a une volonté de l'autre côté, hein, pour régler le problème. Alors là, il y a eu l'organisation d'un contact en Suisse, à Lucerne, en février, et un autre qui a suivi 15 jours après, à Neuchâtel, toujours en Suisse. Et l'interlocuteur français qui est venu, hein, l'émissaire français, c'était Pompidou lui-même. Alors les Français ont posé le cessez-le-feu comme un préalable, hein, et ils exigeaient qu'on arrête donc le combat si on veut négocier, ce qui n'était pas d'accord. Et deuxièmement, ils voulaient négocier avec toutes les tendances, comme ils disent, algériennes. Alors là, c'était à l'encontre de notre position. Et le général a eu, au même moment, fait une déclaration disant qu'on allait consulter aussi l'UMPLA, et parce qu'il fallait parler avec toutes les tendances. Le FLN ne pouvait pas supporter l'idée qu'il y ait un autre parti que lui pour défendre l'Algérie, a décidé de ne pas d'annuler les négociations. En fait, ils ont compris que ce n'est pas la peine de perdre leur temps. S'ils veulent négocier, ils n'ont qu'à négocier avec le FLN, c'est tout. وفي هذه الفترة جيش التحرير الوطني يزداد تنظيما، ودبلوماسي والجبهة يتحركون على عدة أصعدة. القضية الجزائرية تأخذ أبعادا أخرى. De Gaulle a fini
a fini par céder sur cette question. Après Neuchâtel, quand il a vu qu'on était décidé à ne pas transiger sur la question du cessez-le-feu, il a envoyé une note qui est venue avec Bruno Deleuze, un des émissaires français, une note écrite à la main par De Gaulle disant « Dites à vos interlocuteurs algériens que il faut ouvrir la négociation publique et officielle sans aucun préalable, ni d'un part et d'autre. » D'accord, on est contre tout préalable, nous, on est prêt à négocier. وبعد محاولات الإطاحة بدوغول بدأت يوم 20 ماي 1961 مفاوضات إيفيون الأولى، جلسات لم تحسم فيها القضايا الجوهرية. Comme nous avons eu l'occasion de le déclarer, l'Algérie veut accéder à la vie internationale sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. إيف غولون بيلكار آخر شاهد من الوفد الفرنسي على اتفاقية إيفيون. من مواليد العام 1925 كان مكلفا بالملف الاقتصادي آنذاك، عين من قبل دوغول خلفا لبول دولوفرييه الذي رفض مقابلة جبهة التحرير الوطني. إيف غولون بيلكار يعود بنا إلى تلك الوقائع. On n'avait plus personne. De Gaulle a dit, ben, moi j'ai quelqu'un, mon cabinet, qui est inspecteur des finances, qui connaît tous ces problèmes-là. Bon, ben, allez-y. Donc c'était Yves Roland Bicard. Je suis donc le spécialiste par défaut. Parce que celui qui devait venir, c'est Delouvrier. Voilà donc, la raison pour laquelle j'étais là. Et c'est moi qui avais la charge de tout le dossier économique, donc du pétrole, donc du Sahara. En fait, très vite, on a vu quels étaient les points qui accrochaient dans la négociation. Le général voulait d'abord avoir un statut pour les pieds noirs, qui constitue une espèce de communauté, avec des droits spéciaux. Donc un statut privilégié pour les pieds noirs. Il voulait d'autre part que le Sahara ne fasse pas partie de l'Algérie. Il y avait le problème donc du territoire. Le territoire, pas seulement le problème du Sahara, mais aussi le problème de Merj el-Kbir. Merj el-Kbir, il voulait que ce soit une enclave de souveraineté française, c'est-à-dire le Gibraltar français, au flanc de l'Algérie. C'est-à-dire, ça a été rejeté, bien sûr. Il voulait maintenir les bases, et surtout, ils avaient des bases nucléaires, atomiques, dans le sud. Alors, il y avait Heinecker, il y avait Reagan, il y avait le périmètre Colomb-Béchar, Amaguir, etc. C'est là que la fusée, là ils ont fait leur bombe atomique là-bas, Reagan, et ensuite ils ont fait aussi leur fusée. La fusée Marianne qu'ils ont fait en Polynésie avait commencé à Béchar, hein, dans le centre d'essais spéciaux, n'est-ce pas? Quand, au premier Évian, M. Jacques, qui présidait la délégation, déclare qu'on ne va pas parler du Sahara parce que ce n'est pas le sujet, la dame se lève en disant « Écoutez, je suis navré, il faut que je m'en aille parce que le Sahara, c'est mon affaire. » قال لك صحراء فرنسويه وصحراء خاطبه تبعاش. سعد دحلب الذكاء نتاعو والفياقه تاعو والقدره تاعو وقف. قعد جوز قال له مسيو دحلب، قال له vous dites que je suis français parce que moi je suis du sud، قال له je suis du sud et vous dites que le sud c'est français donc moi je suis français، j'ai rien à faire avec les Algériens، reste ici. قال bon monsieur Dallab, on a compris فهمنا.
il savait très très bien qu'une guerre comme la guerre d'Algérie allait se gagner par la discussion et forcer à la conviction l'adversaire. Autrement dit, la négociation était très importante. Et il l'amenait comme personne. Il l'amenait aussi avec un humour, je dirais un humour campagnard. C'est pas ce que j'appellerais un paysan, au sens que pour moi, je suis d'origine paysanne et je considère que le paysan a naturellement une part de ruse et de ce fait finit toujours par l'emporter. Ce que Krim Belkacem, qui dirigeait la délégation algérienne, a résumé en disant « Nous sommes pour l'unité du peuple, donc on ne va pas faire des distinctions entre les Algériens. Les pieds noirs sont bienvenus pour être algériens s'ils y restent, mais ils seront traités comme les autres. Ils n'auront pas un statut particulier. Et puis l'unité du territoire. Nous n'entendons pas qu'il y ait une parcelle quelconque du territoire qui échappe à notre souveraineté. Le premier Évian a eu lieu en fait trop tôt. Rien n'était prêt, il n'y avait pas de carte commune, il n'y avait pas de dossier établi. Les Algériens se sont trouvés devant un tapis vert. Les Français avaient d'ailleurs tendance à dire, quand les Algériens verront un tapis vert, ils vont se plier. Oui, le tapis vert n'a pas eu d'effet. البساط الأخضر لم يخف الوفد الجزائري ولا الحرب البسيكولوجية التي مارستها فرنسا، فكانت الندوات الصحفية لشرح مواقف الجزائر التي نشطها المتحدث باسم الوفد رضا مالك بمثابة المنبر الذي استعملته الجي لإيصال رسائلها. À Évian, c'était une condition très difficile parce que on négociait sur la place publique. Après chaque réunion, il y avait Thibault qui devait faire un compte-rendu à la presse. Les Algériens faisaient la même chose de leur côté en Suisse. Et c'est pas sur la place publique qu'on peut négocier des choses comme ça. Et il ne fait pas faire sur la place publique, mais on est obligé, nous, on est pour la transparence. Il fallait prendre à témoin l'opinion mondiale. Ça, l'histoire de Melun, où on ne peut pas non plus nous dire, on ne peut pas faire des négociations enfermées dans une préfecture. Hein? Ça aussi, ça ne marche pas. Alors, les choses étaient là. Le général pense qu'il faut reprendre des contacts avec le FLN. Et on décide de se retrouver à l'automne à Lugrin, une autre ville au bord du lac de Genève, dans un château, un vieux château. Et bon, voilà, les mêmes problèmes, les mêmes réponses, les mêmes incompréhensions qui se concentrent vraiment sur le problème du Sahara. Krim Belkacem, qui dirige la délégation, disait non. Nous voulons une réponse sur le Sahara. Si il n'y a pas de réponse, on est obligé de quitter la salle et de rentrer chez nous. De toute façon, le combat se poursuit. Il ne s'est jamais arrêté. Après Lugrin, le général nous fait venir avec Jox, Claude Chaillet et Bruno Deleuze, c'était l'équipe vraiment de négociation, pour qu'on lui donne, pour d'abord qu'on entende ses instructions et qu'éventuellement on fasse part de ses observations. Moi, un peu jeune chien, j'avais 36 ans, j'ai cru que j'avais le droit de dire quelque chose. Et j'ai dit, mon général, moi, j'ai des états d'âme quand on aborde la question du Sahara, c'est moi qui en suis chargé, je sais d'avance que lorsque j'exposerai cette thèse, ça va faire casser la négociation. Pour moi, le Sahara fait partie de l'Algérie. Je pense que
vous ne pouvez pas espérer arriver à mettre fin aux hostilités par un accord avec le FLN sans trouver une solution qui maintienne le Sahara dans la souveraineté algérienne. On peut sans doute négocier avec eux pour avoir des garanties sur l'exploitation du pétrole et du gaz, mais il faut que la souveraineté leur soit reconnue. Il me répond d'un air un peu méprisant, « Vos états d'âme ne m'intéressent pas. » Je connais mon pauvre ami, ce jeune chien tout à fait mouché. Quelle ne fait pas ma surprise, 8 jours après, un discours du général au cours d'une interview qu'il a donnée à l'Élysée. Et qui peut penser que l'Algérie pourrait un jour renoncer au Sahara? Nous pourrions sans doute trouver un accord. Conférence de presse de Gaulle, et il fait une ouverture sur le Sahara, avec une formule en disant « En ce qui concerne la souveraineté sur le Sahara, il ne saurait y avoir d'ambiguïté dès lors que nous tomberions d'accord sur une politique générale de la coopération. » Voilà. Reda Amalek m'a dit ensuite, quand on a entendu ça, on s'est dit, ben voilà, maintenant on va pouvoir trouver peut-être un accord. Et De Gaulle décide à ce moment-là de changer de méthode. On ne va plus aller négocier sur la place publique, comme c'était le cas à Évian et à Lugrain. Il demande à Pompidou, qui n'était à ce moment-là directeur général de la Banque Rothschild, mais qui avait été son directeur de cabinet, à Matignon, pendant la période où il était président du Conseil. Et il lui demande de prendre contact avec le FLN pour savoir s'ils sont prêts à négocier et à quelles conditions. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Tout ce que je sais, c'est que Pompidou est revenu, après ça, qu'il a rendu compte au général et à Jox, en disant oui, les Algériens sont sérieux, ils sont prêts à négocier. شارل أنري فافرو الصحفي السويسري كان مختصا في الشأن الجزائري وتابع عن قرب المحادثات بحكم علاقته مع الوفد الجزائري. Avec Reda Amalek surtout, parce que c'était lui le porte-parole et c'était naturel que je sois très proche de lui. J'avais été très proche de lui pendant toute la période de la guerre d'Algérie à Tunis et nous étions amis. À l'époque, Reda Amalek et Ahmed Boumenzel étaient un peu les interlocuteurs des journalistes qui se faisaient appeler d'ailleurs le Maghreb Circus. C'était un certain nombre de journalistes qui avaient pour fonction d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et parmi ces journalistes, il y avait Brady du New York Times, Matthews de la BBC, Jean Daniel, que tout le monde connaît, Jean-François Kahn, Lambotte, enfin bref, j'étais assez sollicité par eux parce que j'avais souvent ce qu'on appelle des scoops. J'étais très prudent, dans le sens qu'il fallait absolument éviter une chose, c'était que la guerre continuât. Il fallait absolument finir avec ce conflit effrayant dont le peuple algérien faisait les frais dans quelle proportion très désastreuse. Croyez-moi, on l'a un peu oublié. Ça a été des années terribles que les années de la guerre d'Algérie. القضية الجزائرية تشد الأنظار الدولية التي بدأت تقتنع بالطرح الدبلوماسي الجزائري ومصداقية الثورة وتعنت الجانب الفرنسي لتدار آخر حلقة من المسيرة. Quelque temps après, Jox rencontre
avec Bruno Deleuze et Claude Chaillet, Saad Dalab, et ils se mettent d'accord sur cette méthode. Alors moi, j'étais chargé de préparer des textes sur les sujets qui relevaient de ma compétence. Il y avait tous les problèmes économiques, la garantie des droits économiques, et puis beaucoup de dispositions concernant le code pétrolier, pétrole. Et je donnais ces textes à Bruno Deleuze et à Claude Chaillet, qui eux-mêmes les discutaient, je pense, avec Ben Yahya, qui était un de leurs interlocuteurs secrets. Et ils me renvoyaient des textes en me disant, écoutez, là, il faudrait changer ci, oui, il faudrait développer de ça, etc. Mais dans l'ensemble, ça peut aller. Les négociations, d'ailleurs, ont été menées sur le pétrole de manière classique, comme elles ont été menées à peu près partout dans le monde, entre compagnies et gouvernements. Et l'Algérie a toujours respecté scrupuleusement ses engagements. Le 18 février, à 2h du matin, on a paraphé les textes. Et puis, on a décidé de se revoir pour faire la signature officielle à Évian. منظمة الجيش السري الأوآس تشن سلسلة من الأعمال الإرهابية. أسطورة الجزائر الفرنسية بدأت تنهار، وفي هذا الظرف بالذات المجلس الوطني للثورة الجزائرية سينارا يصادق على مسودة ليروس. فكانت إيفيون الثانية آخر محطة توجت بالتوقيع النهائي على وقف إطلاق النار الذي يدخل حيز التنفيذ في 19 مارس من عام 1962. ونهار وصلنا لليبيا وصلنا ودحل بروحنا تلاقينا مع جنرال دو كامارك ومعه هو تانا فهمتي ديليغاسيون ميليتير. كي طرحوا المشكل هذا قال لا قال هل نجحتوا انتم باش تهبطوا جيش تحرير الكازرنات؟ قال ما نجحتوش. وشي اللي ما ربحتوهاش على الارض تحبوا تربحوها على الطابله؟ قال لا قال جيش تحرير ما يهوش الكازرنات، ونطلبوا احنا للامن وباش يعني يسلسل في هذا يعني ايقاف النار يكون عنده مفعوليه، لابد من الجيش الفرنسي لما يغادر التكنه تاعو باش ينزل الميناء باش يركب يروح لبلاده يروح لفرنسا، لازم يكون عنده رخصه من قائد الولايه ولا قائد المنطقه ولا قائد الناحيه، يحط له الخاتم نتاعو باللي مسرحه يخرج من التكانه ويهود للميناء. وهذه فرضناها على الفرنساويين وقبلوها الفرنساويين. هو جيش فرنسا صبح هو تحت الرقابه تاع جيش التحرير، ومش جيش التحرير اللي صبح في التكانات حط السلاح نتاعو. L'Algérie est devenue ce grand espace. Nous n'avons pas, durant la négociation, découvert que l'abandon soudain du refus du général de Gaulle ait été la seule réussite. La réussite, ça a été qu'à un moment donné, on en finisse. Et ça avait été un tel désastre. Ça a été une telle horreur. Cette guerre a été quelque chose de si ignoblement violent qu'elle ne pouvait pas en finir. كي جاو ليبيون تاني هنا ما جاوش هما رابحين، جاو هما خاسرين. احنا واش الثوره فاش خسرتهم في الرجال في بري. قتلنا العسكر، قتلوا منا وقتلنا منهم صح، بصح الخساره تاع فرنسا وين؟ طيحنا دو ريبوبليك وطيحنا سان غوفرنمون ولا كاس تاع فرنسا، الصندوق المالي تاع فرنسا فرغ. Pour les pieds noirs, c'est l'abomination des désolations. J'ai vu arriver ici 2 familles de pieds noirs qui ont acheté des appartements. Et pour eux, j'étais le diable. Parce qu'ils ont su que j'avais fait partie des négociateurs. Oh là là. Enfin, c'est passé tout ça.
Non, ce qui est terrible, c'est tout ce qu'on a pu dire ensuite sur le fait qu'on avait bradé, etc. On a dit le général a tout bradé. Je dis, moi, je ne suis pas du tout, c'est vous, pied noir, par votre aveuglement. Vous n'avez toujours refusé toute évolution. Ça a commencé en 1936, hein, avec le gouverneur Violette. Vous n'avez jamais accepté de partager le pouvoir. Vous avez, quand il y a eu le statut de l'Algérie qui a été fait par Neglen, vous avez tout fait pour le saboter. Et vous avez fait tout ce qu'il fallait pour qu'on en arrive à ça. واحنا منا باللي الشعب بتاعنا شعب عظيم. شعب عظيم 132 سنة 130 سنة والشعب الجزائري يقاوم في فرنسا ويقاوم في الاحتلال. وعمر الشعب الجزائري ما حط سلاح وعمر الشعب الجزائري مرضخ لفرنسا.